Ok. Donc on va corriger le sujet 2016 de la partie aérodynamique, aérostatique, etc. D'accord? Donc en vol, en palier stabilisé. Ça veut dire quoi en palier stabilisé? Le mot en palier, il faut que ça vous dise quelque chose. En palier, c'est que l'avion il est en train de tout droit. Enfin, il est pas en train de monter, pas en train de descendre. En palier, c'est comme ça. Ok? Stabilisé, ça veut dire que il est stable. Alors, est-ce que la portance équilibre le poids? Est-ce qu'elle équilibre la traînée, la résultante aérodynamique ou la force de propulsion? Alors, toi, tu as mis la résultante aérodynamique. Alors, ça veut dire quoi, résultante aérodynamique? C'est la somme de toutes les forces. Sur le 2016, hein, on parle. Ok. Donc, c'est pas ça. Ici, alors, on nous propose la D. J'ai mis la A. Moi, j'ai mis la A. Ah, t'as mis la A. Alors, j'ai Thomas qui me propose la D. Si je refais mon avion comme ça, c'est quoi? Alors, la D, on me propose la force de propulsion. Force de propulsion, c'est ce qu'on appelle soit la traction, soit la force de propulsion. Est-ce que ma portance, elle est ici? Est-ce que ma portance, elle équilibre ça? Non, pas du tout. Elle équilibre quoi? Le poids. Eh bien oui, ma portance, elle équilibre le poids. Et ma force de propulsion, elle équilibrerait quoi normalement? Si on devait répondre à la force de propulsion, elle équilibrerait, voilà, la traînée. Donc là, ici, ma force de propulsion, elle équilibrerait ici la traînée. La traction équilibre la traînée et la portance équilibre le poids. Donc la bonne réponse de cette première question, c'était la A. Est-ce que ça va l'explication? Vous n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, hein, d'accord? Le vent relatif. Alors, c'est quoi le vent relatif? Quand je suis en train... Regardez, imaginez vous êtes en vélo. Vous avez du vent sur votre visage même s'il n'y a pas de vent dans l'air. Le vent relatif, c'est le vent que vous sentez sur le visage. Donc le vent relatif d'un avion, il faut bien imaginer... Ouais, oui Thomas, c'est pas très grave que tu aies mal compris. Ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu pourquoi tu t'es trompé. Et tu verras, en s'entraînant plusieurs fois, les questions, elles reviennent souvent les mêmes. Hein. Le vent relatif, c'est le vent vu par l'avion, d'accord? Donc le vent relatif, alors, le composant du vent réel parallèle à la trajectoire, c'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Je vous propose qu'on regarde les autres réponses. Est-ce que c'est parallèle à la trajectoire, le vent relatif? Donc imaginez le pilote qui est à l'air comme ça. Est-ce que le vent, il le sent comme ça, parallèle et dans le sens de la trajectoire, ou est-ce qu'il le sent en face de lui comme ça? Donc ça, ce serait la B et la C. Alors, est-ce que le vent relatif, il est comme ça déjà? J'ai mis parallèle à la trajectoire, mais de sens opposé au déplacement de la C. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc Quentin nous dit, regardez, quand je cours très vite ou quand j'ai un avion, le vent, il vient toujours d'en face. Vu que je vais très vite dans l'air, il vient toujours d'en face. Et donc du coup, il est parallèle à la trajectoire et il vient d'en face, donc il est de l'autre sens, donc c'est-à-dire de sens opposé au déplacement de l'avion. Alors, le pilotage de la sonde spatiale Philae nécessite. Alors, c'est quoi une sonde spatiale? C'est une sonde qui est dans l'espace. Alors, est-ce qu'elle a besoin d'une poussée permanente? Est-ce que vous avez déjà vu un peu les satellites dans l'espace? Ouais. Ou au moins des films sur les satellites? On voit, bon, il y a la Terre ou la planète qui est là. On voit le satellite ici. Et naturellement, qu'est-ce qu'il fait, mon satellite? Ben, il a une orbite. Par exemple, comme ça. Et à quel moment je vais utiliser de la poussée? Pour esquiver quelque chose. Exactement, je vais utiliser de la poussée. Par exemple, ici, ils utilisent un petit flux d'air, là. Hop, un tout petit peu, hein. Ils font un petit pchit. Et là, ça va me pousser comme ça. Mais est-ce qu'en permanence, ils sont en train d'utiliser du pchit? Ben non, heureusement, parce que sinon, s'ils étaient en permanence en train d'utiliser du pchit, ça irait pas, ils auraient plus de patates au bout de quelques jours, quoi. Donc, en temps normal, la sonde, elle fait sa vie. Là, ici, ce qu'on nous propose, donc c'est une poussée permanente, c'est pas ça. Une poussée ponctuelle, on va voir si c'est ça, uniquement l'attraction des astres. Ben, si on veut la contrôler, on ne peut pas juste se dire, allez, je l'ai balancé dans l'espace et on ne peut rien faire. Donc ici, il nous reste une poussée ponctuelle et l'exploitation de l'attraction des astres. Je ne sais pas si vous avez déjà joué, par exemple, à Kerbal Space Program. Kerbal Space Program, si j'ai une autre planète ici,
quand j'envoie mon satellite pas très loin de la planète, mon satellite va avoir tendance à s'en rapprocher et hop, je m'en sers comme d'une catapulte pour accélérer le truc et ça va partir sur une nouvelle direction. Voilà. Donc ici, j'aurais poussé mon truc pour qu'il sorte de l'orbite habituelle. Donc son orbite habituelle, on va dire que c'était ça. À cet endroit-là, je lui donne une petite poussée pour qu'il vienne se rapprocher de lui. Et au moment où il se rapproche de lui, hop, ça va l'accélérer. Et donc la bonne réponse était la réponse B. Ok? Ça va? Ensuite, question suivante. Sur le profil ci-dessous. Alors ça doit être facile, hein, normalement. Comment? Allez, on fait pas la question, on répond plutôt aux différentes lettres. C'est quoi le A? Bord d'attaque. Bord d'attaque. Le C? Bord de fuite. Bord de fuite. Le B? Extrados. Extrados. Et le D? Extrados. Intrados. Voilà. Donc là, ici, on nous demande l'extrados. Donc l'extrados, c'est le B. Ensuite, la distance de décollage augmente quoi? Alors, est-ce que ça augmente quand la température diminue? On a dit il faut plus longtemps pour décoller quand il fait chaud. Il faut plus longtemps pour décoller quand il fait chaud. Et est-ce qu'il faut plus longtemps pour décoller quand je suis plutôt bas en altitude ou plutôt en montagne? C'est plutôt quand je suis en montagne parce qu'il y a moins d'air. C'est assez. Donc, la bonne réponse ici, ce sera effectivement la réponse numéro C. Quand la pression atmosphérique diminue, ben, j'ai moins d'air en gros, donc il me faut plus longtemps pour décoller. Et quand la température augmente, ben, pour la même raison, il y a moins d'air, donc il me faut plus longtemps pour décoller. La fonction principale des winglets. Alors déjà, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est les winglets? C'est les petits trucs qui sont rajoutés ici, là. Ouais. Et donc, le winglet, il sert à quoi? Le winglet, il sert à... Je continue à traîner 1 du 8, c'est-à-dire c'est qui part. Exactement. En fait, la vraie truc, c'est de casser les tourbillons marginaux. Donc ici, normalement, en bordel, ici, on a des tourbillons. Et donc, le winglet permet de casser les tourbillons marginaux et donc de réduire la traînée induite. Donc, la bonne réponse à la question 6, c'est bien la réponse numéro D. L'origine de la sustentation de l'aile résulte de l'apparition. Alors, sur une aile, quand j'ai mon aile vue de profil, sur l'extrados, j'ai quoi? Sur l'extrados, pour que ça me tire vers le haut, ici, j'ai une dépression. Et sur l'intrados, pour que ça me pousse vers le haut, j'ai une surpression. Donc, la bonne réponse ici, une surpression à l'intrados et une dépression à l'extrados, c'était la réponse numéro C. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok. C'est Pareil, en ligne, vous m'arrêtez hein, s'il y a besoin. T'avais répondu quoi? Tu as répondu D. Ah, non, c'est l'inverse. Thomas et Jason, vous m'arrêtez hein, s'il y a besoin. L'importance. Alors, elle est de direction comment? Ce qu'il faut penser, c'est pas que dans le cas normal. Dans le cas normal, effectivement, ma portance, elle est opposée au poids. Mais quand mon avion, il est en train de monter, ici, je prends mon avion en train de monter. Il est en train de monter là. Ma portance, elle est comment? Elle est comme ça. Alors que mon poids, il est comme ça à la verticale. Donc la portance, elle est perpendiculaire, en gros, aux ailes. En gros, hein. Techniquement, elle est perpendiculaire à quoi? Au vent relatif. Au vent relatif, effectivement. Donc la bonne réponse, c'était la réponse numéro A. 8A. La traînée. Alors, est-ce que la traînée, elle diminue lorsque l'incidence augmente? C'est-à-dire, plus j'ai le nez vers le haut, moins j'ai de traînée. Est-ce que ça paraît logique? Non. Plus j'ai le nez vers le haut, plus j'ai de la portance, donc plus j'ai de la traînée. Quand il y a plus de vitesse, plus je vais vite, plus ma portance augmente. Et plus ma traînée, je vous rappelle la formule de la traînée, c'était 1/2 de ρ s v carré cx. Donc quand ma vitesse augmente, ma traînée augmente aussi. Donc ça va pas. Est-ce qu'elle augmente la traînée lorsque la vitesse diminue? Ben non, quand la vitesse diminue, la traînée diminue.
Est-ce que la traînée diminue lorsque la la masse volumique de l'air diminue? Si on regarde, quand ça diminue, ça diminue. Effectivement. Donc c'était, pour la question 9, la réponse D. Ok. Alors, ça va toujours? Ça va à peu près? Ouais, ça va. Ok. En ligne aussi, ça va, Jason et Thomas? C'est une erreur. Bien, pour l'instant. Oui, oui. Ok, super. Bon, je continue alors. Plus la finesse d'un planeur est élevée. Alors, je vous rappelle, la finesse, c'est la capacité à planer loin. D'accord? C'était avec ce petit schéma-là. Donc, plus la finesse d'un planeur est élevée, plus la distance qu'il peut parcourir est faible. Ah ben non. Si la finesse est grande, la distance qu'il peut parcourir, elle est encore plus grande. Donc, elle n'est pas plus faible. Plus son poids est faible. Alors, ça, pas forcément. Le poids, on avait dit, il ne joue pas sur ça. Plus la distance qu'il peut le parcourir est élevée. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui. Et plus sa traînée est importante, ah ben non. Pour planer longtemps, il faut avoir le moins de traînée possible. Donc techniquement, plus la finesse est grande, plus sa capacité à planer est grande, plus la traînée est petite. Donc la bonne réponse pour la 10, c'était la C. Effectivement. Alors, la question, on l'a eu tout à l'heure. Normalement, Quentin, tu dois être un spécialiste de cette réponse-là. Le décollage d'un avion se fait toujours face au vent. Pourquoi? Décoller sur une distance plus courte. Voilà, donc la vraie raison, c'est pour augmenter la portance rapidement et donc décoller sur une distance plus courte. Donc, c'est pour la réponse A. Oui. VNE, c'est... C'est la vitesse à ne jamais dépasser. Tu te souviens sur le cadran, sur le badin là, tu as plusieurs zones. Zone blanche, zone verte, zone jaune, zone rouge. Ça, c'est la VNE. Okay. Vitesse à ne jamais dépasser. Voilà. Ok. En phase d'atterrissage. En phase d'atterrissage, le pilote il sort les volets hyper sustentateurs. L'objectif, c'est quoi? Alors, pourquoi quand j'atterris, je sors les volets? Conserver la portance et Eh bien oui, exactement. Donc en fait, là, si on prend la formule de la portance, RZ, souci, je suis en train de diminuer ma vitesse. Donc du coup, ma portance, elle diminue. Or, il faut bien que mon avion, il continue à planer. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de changer un peu la surface. Et donc, les volets hyper sustentateurs augmentent la portance. Donc ici, c'est de conserver la portance à vitesse réduite. Donc pour la question numéro 12, c'est la réponse numéro A. La sustentation d'un aérostat. Alors c'est quoi un aérostat au fait? là, il y a tout petits avions. Non, ça c'est un ULM. Un ULM c'est un ultra light. Donc là, un aérostat c'est quoi? Je sais pas si tu te souviens. On avait parlé de deux choses. Dans les aéronefs, catégorie des aéronefs, il y a d'un côté les aérostats et de l'autre les aérodynes. Il y en a un, c'est plus lourd que l'air et l'autre plus léger que l'air. Donc aérostat, c'est plus léger que l'air. D'accord? Alors en vrai, la vraie définition, c'est que, par exemple, une montgolfière, c'est un aérostat. Ok? Donc, ça se base sur quel principe? Le principe? Est-ce que tu sais? D'Archimède. Exactement, c'est d'Archimède. Le principe d'Archimède, c'est que tout corps immergé dans un liquide ou dans un gaz ou dans un liquide a tendance à avoir une force qui s'exerce vers le haut liée à son propre poids et à la masse de volume alors pas à son propre poids, pardon, à la masse de volume au volume de fluide déplacé, pardon. Compliqué. Donc en gros, quand je vais dans une baignoire, j'ai tendance un petit peu à flotter. Bon, comme notre corps est plus lourd que ça nous mène pas à la surface, mais voilà. Donc là, ici, c'est le principe d'Archimède. Le décrochage, il se produit toujours. Alors, est-ce que c'est à la même assiette, à la même vitesse, à la même incidence ou à la même inclinaison? Alors, inclinaison, c'est ça. Donc ça, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est lié au facteur de charge, c'est lié à la vitesse de décrochage minimum, mais c'est pas ça. Le décrochage, est-ce qu'il se produit toujours à la même assiette? Oui. Non.
Non, parce que regarde, Non, non. si je suis en train d'être comme ça, regarde Quentin, si je suis en train d'être comme ça, ou si je suis en train d'être comme ça, le vent qui arrive vers mes ailes, c'est pas du tout le même. Donc les forces, ça c'est pas les mêmes. Donc le décrochage ici, c'est toujours à la même incidence. Donc le décrochage se produit toujours à la même incidence. Je rappelle, l'incidence, c'est quoi par rapport à mon avion? Là, oh putain, mon dessin est d'une qualité... J'ai l'horizon, ça c'est ce qu'on appelle l'assiette, ok? Et l'incidence, c'est l'angle entre ma vitesse et l'axe de mon appareil. Ça, c'est l'incidence. Et le troisième, c'est là. À quel point je suis en train de monter par rapport à l'horizon, c'est ce qu'on appelle là. Oui, je l'ai. Pente. Maintenant, Je fais pas plus de suspense, hein. Ok. Bon, du coup, un avion, c'est toujours à une certaine incidence, c'est par rapport au vent en fait qu'il va décrocher. Donc là, c'est la réponse C. Le centrage de l'aéronef. Alors le centrage de l'aéronef, c'est quoi? C'est la position du poids par rapport au reste de l'avion. Le centrage de l'aéronef, ça a un effet sur quoi? Sur la stabilité autour de son axe de... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je déplace le poids vers l'arrière, je vais avoir un problème de tangage. Donc la bonne réponse, effectivement, c'est sur l'axe de tangage. Donc la 15, c'était la C. La 16. Pour profiter de la vitesse d'entraînement de la base spatiale de Kourou, la direction de tir d'un lancement de satellite géostationnaire doit se faire vers... Alors, en gros, ici, la question, elle est comme ça. Vous savez que la planète Terre, bon, on peut approximer ça à une sphère. Petite approximation, mais ça ira. Hein. Elle tourne. Déjà, est-ce que vous savez dans quel sens elle tourne? Ouais, comme ça. Effectivement. D'accord? Elle tourne comme ça. Donc si je veux lancer un satellite, quand je suis sur l'équateur ici, j'ai intérêt à le lancer vers là, vers là, vers là ou vers là? Non. Il faut le lancer vers là-bas. Alors, attention, un satellite, ce n'est pas un avion. D'accord? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un satellite, ce n'est pas un avion. Il ne va pas rester dans l'air. Un satellite, c'est un élément qui va tout le temps tomber. D'accord? Et pour lui donner de la vitesse, en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est si je suis en train de lancer un boulet. D'accord? Est-ce que c'est plus facile de lancer un boulet en tournant comme ça? Ou est-ce que c'est plus facile quand je lance mon boulet, je suis en train de tourner comme ça et de le lancer vers l'arrière pour qu'il aille vite? Vers l'arrière. Ah bon? Si je veux qu'il aille vite, regarde, je suis en train de tourner. Si je fais ça, ou si je suis en train de tourner et que j'essaye de le lancer vers l'arrière en tournant vers là-bas. Si je veux le lancer vite, j'ai tout intérêt à lancer devant. Ouais. Donc là, c'est la même chose. Quand je suis ici, comme je tourne vers là-bas, j'ai tout intérêt à lancer vers là-bas. Mais la Terre, elle avance aussi. Hein. Alors, elle avance autour du Soleil, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais là, on s'en occupe pas. Ici, on est vraiment dans le référentiel, c'est-à-dire on s'occupe de l'espace qui est autour de la Terre. Est-ce que vous savez ce que c'est un satellite géostationnaire? Déjà. Et qui reste tout le temps au même endroit. Exactement. Donc, il va se mettre dans l'espace à un endroit, il va rester tout le temps autour de la Terre, au-dessus d'une certaine zone. Ouais. C'est pour le satellite, par exemple. Ah ben, c'est un satellite, ouais. On parlait d'un satellite. Non, pour la télé, satellite. Ah, ouais, ou pour la météo. Pour la météo, on veut filmer une zone particulière pour pouvoir observer tout le temps le ciel à cet endroit-là. Après, ce qu'ils font, sinon, ils en envoient plein. Et ils en ont toujours un qui passe au-dessus d'une zone, quoi. Ça marche aussi. Ok. Donc là, ici, quand je lance un satellite géostationnaire, je le lance vers, en gros, imaginez, vers le Japon et tout ça, donc vers l'Est. Ok. Je lance vers l'Est. Ça va l'idée? En ligne, vous avez compris à peu près le fonctionnement. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est un effet un peu de fronde. Là, c'est ce qu'on appelle l'effet fronde, c'est qu'on va lancer dans le sens où ça tourne. D'accord? On profite de la vitesse de rotation de la Terre pour lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'équateur, là, la vitesse de rotation, c'est à peu près 0,46 km par seconde. C'est-à-dire 460 mètres par seconde. Ça va quand même assez vite, hein, la rotation de la Terre. Voilà. Alors,
à incidence et puissance constante. La mise en virage d'un avion entraîne quoi? Donc, j'ai mon avion qui est en train de voler tranquille pépère, comme ça là, il vole pépère. Qu'est-ce qui se passe quand je commence à faire mon virage? Est-ce qu'il a tendance à perdre de l'altitude, gagner de l'altitude, maintenir son altitude ou à perdre de la vitesse? Perdre de la vitesse. Alors, non, il perd pas de la vitesse. Il perd de l'altitude. En fait, quand on fait un virage, ici là, je commence à faire mon virage et en fait mon avion, il va commencer à faire le virage mais il va avoir tendance à piquer comme ça. Donc en fait, quand je fais un virage, je commence à mettre du manche à gauche et en fait petit à petit, il va falloir aussi que je tire mon manche pour maintenir une certaine altitude. Voilà. Ok. Donc là ici, c'était perte d'altitude 17A. Sur la polaire. Ah. Alors, ça c'est les questions qui sont censées être faciles. C'est lequel point qui correspond à la finesse maximale? Thomas ou Jason? La finesse maximale sur ma polaire là. Ah, bah on va reprendre les différentes explications alors. Le point numéro 1, c'est le point où j'ai le minimum de CX. CX, c'est la traînée. Donc le point numéro A, c'est le point de traînée minimum. Le point numéro B, vous voyez qu'on a tracé la courbe comme ça là, c'est le point d'optimisation. Donc le point d'optimisation, c'est le point de finesse maximale. Donc là, la réponse à la 18, c'est le point B. Le point numéro C, c'est le point où je suis au plus haut. Donc c'est le point où mon CZ est le plus grand. Le CZ, c'est lié à la portance. Et donc, le point C, c'est le point de portance maximum. Le point D, c'est le point de décrochage. Ici. Alors attention, des fois, il ne s'appelle pas ABCD, il s'appelle 1, 2, 3, 4, les points. Ok? Il n'y a pas de raison qu'ils s'appellent ABCD, hein, c'est juste pour leur donner des noms. Donc, sur la 18, le point de finesse maximum, c'est le B. Et sur la 19, le point D, c'est le point de décrochage. Donc la réponse D. C'est bon l'idée? Jason? Donc ça, cette question-là, elle y tombe à chaque fois, hein, je vous le dis. Lorsque la vitesse est doublée, la portance, elle est comment? Lorsque la vitesse est doublée, la portance, elle est multipliée par combien? 4. 4, parce que la vitesse est au Carré. Carré, bien vu. Exactement. Dans la formule de la portance, ici, on voit bien que la vitesse est au carré. Donc, la portance est multipliée par 4 quand la vitesse est multipliée par 2.